Amis culturels, bonjour et merci d'être de notre Cultura de ce jour. Invité, un grand invité, un Congolais qui nous revient, un Congolais que l'on ne présente plus aujourd'hui puisque c'est un Congolais mondialement connu. En tout cas, de temps en temps, il revient au pays et aujourd'hui, c'en est le cas. Il s'appelle Gabriel Mwene Okunji. Bonjour Gabriel Mwene Okunji. Bonjour. Voilà. Alors je dis qu'on ne vous présente plus et je dis que vous êtes un Congolais qui réside, parce que vous résidez à Bordeaux depuis des années, il faut dire, vous êtes parti du pays depuis longtemps, mais vous avez pris cette habitude de revenir de temps en temps au Congo, parce qu'également vous êtes moiné, et le titre de moiné vous recommande, n'est-ce pas, de revenir à la source de temps en temps. Et aujourd'hui, Gabriel Moiné au Congo, il faut le dire depuis un moment, bon retour alors aux Oui, bien sources, sûr. il faut dire. Merci, merci. Tu sais, lorsque j'étais enfant, euh, on entendait dire que j'entendais souvent cette phrase-là, Yere oyeka vouloir, Yere oyeka vouloir, c'est-à-dire pars, mais sache toujours revenir. Car un homme, lorsque cela lui est possible, parfois c'est un peu difficile, mais lorsque cela lui est possible, doit toujours revenir vers son lieu de la source, son lieu de naissance, son lieu d'éclosion. Parce que l'ombre, la forêt, la savane d'où l'on sort, garde en nous ses empreintes éternelles et de revenir, c'est une façon de se, oui, à nouveau de se ressouvenir et de dire voilà, la vie continue. La vie continue et c'est ce que l'Institut français du Congo, n'est-ce pas, a pris acte de ce que la vie continue et de ce que Gabriel Moïne Okundi, récemment retenu, non sélectionné parmi les auteurs les plus lus. Parmi les auteurs, donc l'ouvrage nous l'avons, vous avez une anthologie, et vous avez été retenu, donc sélectionné parmi les 20 Les 10 premiers les 10 premiers auteurs, voilà, auteurs, n'est-ce pas, qui ont vraiment été lus ces derniers jours, qui a été sélectionné. sélectionnés, il faut dire, donc Gabriel Monokondi, et l'Institut français vous a fait cet honneur, n'est-ce pas, de vous ramener au Congo, non seulement au Congo, mais également de tourner aujourd'hui au-delà de toute la lumière que vous partagez sur le plan de la littérature, au niveau mondial, je ne dirais pas au niveau africain, je dirais au niveau mondial. Et voilà, aujourd'hui Brazzaville, hier Pointe-Noire, et demain Kinshasa, certainement également ça va se poursuivre. Oui. Mais bon, oui, cela fait toujours plaisir, mais ce n'est que le classement d'un quotidien, d'un journal, hein, qui est de référence certes. El País qui, pour l'année 2019, a consacré ce livre parmi les 10 meilleurs ouvrages parus en Espagne, les 10 meilleurs ouvrages africains, hein, d'écrivains africains. Cela fait plaisir, hein, parce que bon, mais en même temps, ce n'est pas cela qui fonde la démarche. Ce n'est pas ma terre promise, bien qu'elle m'aide à avoir une visibilité. Ben, je poursuis ce chemin et je dois en tout cas remercier très sincèrement Marie Odigier de l'Institut français du Congo, hein, parce que ma présence ici est l'œuvre de l'Institut français du Congo qui, bien sûr, dans le cheminement que j'ai entrepris, a dit il faut que tu viennes dans ton pays. Être présenté au tien, et cette célébration a été pour moi, je dirais, un moment de mémoire, un moment de mémoire qui me restera, je pense, très longtemps. Alors, aujourd'hui, Gabriel Monokundi, il faut dire que vous êtes l'auteur de plus d'une dizaine de titres. Ça approche la vingtaine déjà. Voilà. Donc, vous approchez la vingtaine. Et en 2010, je partirai toujours de cette grande référence, Gabriel Monokundi. En 2010, vous êtes récipiendaire du Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Et jusqu'en 2010, il faut dire que vous étiez le troisième poète, après Passéré après Titinga, Senghor après Titinga voilà. et Senghor également. Tout à fait. Donc les deux poètes, sinon qu'on leur sait que généralement ce prix est attribué aux prosateurs. C'est ça, oui, oui. Et donc au niveau africain, vous étiez le troisième C'est ça. poète et l'honneur revenait donc au Congo. Gabriel Moïno Okundi, c'était la grande référence. Aujourd'hui, Oui, ce couronnement Gabriel, qu'est-ce que ça vous rappelle? ben, je pense qu'effectivement le Congo doit en être fier parce que être dans la lignée, parce que Senghor l'a obtenu, après
tu l'as rappelé, Passéré, c'était oui. autour Passéré Frédéric Titinga. Titinga, oui. Voilà. Et bon, on ne peut pas, bon voilà, c'est Okunji. Bon, ben voilà. On reste les trois seuls poètes à ce jour à obtenir cette distinction. Bon, Qui est bien le sûr. Goncourt africain, en Oui, réalité. quel est le Enfin, Goncourt africain, Goncourt le africain. Grand Prix littéraire d'Afrique noire, voilà, c'est ça qui distingue. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a amené à ce que le professeur Jacques Chevrier consacre son temps à rédiger ma biographie. Mais oui, comme je dis, vous savez, je crois toujours aux signes. Ce prix est arrivé, comme quelques-uns de ces prix que j'ai obtenus, qui sont des signes, qui sont des appels, qui sont ces parts de lumière qui t'apprennent à poursuivre ton chemin, à poursuivre ta route. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé à l'IFC, je me suis posé la question, pourquoi cette femme, à un moment donné, tient tant à ce que je vienne au Congo? C'est pas quelque chose qui a été prévu. Il se trouve que j'ai ma sœur qui est souvent malade au village. Et je me suis dit, tiens, je vais saisir l'occasion pour aller voir ma sœur là-bas. Vous savez, on ne connaît jamais l'issue du chemin. Hein. On peut calculer, mettre des termes, etc. J'imaginais arriver au Congo, rencontrer les miens, faire la fête avec eux, ce qui était dans ma mémoire. Et ensuite aller là-bas, dans la cuvette ouest, voir ma sœur et lui dire, voilà, mais voilà, je suis revenu. Mais ce n'est pas comme ça que les choses se passent. On a beau prévoir, la vie reste une énigme. J'arrive sur la place de Paris, et sur la place de Brazzaville, bien reçu. Ceux dont je croyais que j'allais rencontrer, quelques-uns étaient là. Des aînés, des cadets, des frères, des amis qui étaient là, et d'autres qui n'étaient pas là alors que je pensais les recevoir. Et comme la nature a horreur du vide et que lorsqu'un chemin de l'eau, j'aime bien le mot chemin, c'est pour cela que je l'utilise beaucoup, et lorsque le chemin se ferait, il y a toujours des mains qui tendent. Et j'ai appris à connaître encore plein d'autres personnes, beaucoup d'autres personnes qui sont venues, allez, Moinet, tu es de retour, etc. Et je vais repartir enrichi de ces nouvelles connaissances. Voilà, et voilà, donc c'est ça la part du mystère de la vie. Okay. Alors, Gabriel Moïno-Okundi, vous écrivez ceci dans L'âme blessée, des éléphants noirs. J'aime bien ce passage. Et je vous cite, comme la plupart des enfants congolais de la brousse, j'ai été élevé au milieu des femmes. J'ai donc grandi tout naturellement dans un immense bain poétique. Et de cette poésie originelle, j'extirpe l'essentiel qui, pour moi, n'est pas de dire, mais de libérer la sensibilité nécessaire à l'humain dans son rapport au cosmos. C'est ça, c'est ça. Oui, oui, la poésie vise, parce que la poésie n'explique pas, hein, ne définit pas, mais elle fait signe. Or, quand on montre le signe, c'est vers ce qui fonde l'existence. Et ce qui fonde l'existence n'est pas dans les Mwakela de tous les jours, mais dans cette part de la parole, l'essentiel. Et cette part de la parole, je l'ai toujours dit, je n'ai aucun mérite. Aujourd'hui, je suis là, sur ce plateau, célébré, ce qui est une bonne chose. Mais lorsque je me retrouve face à moi-même, je me dis, Gabriel Okunji, voilà. Je n'ai jamais été un poète qui a inspiré. Non, c'est des paroles que j'ai saisies auprès de ceux qui m'ont élevé, de ces femmes qui m'ont... voilà. Et cela m'aide, lorsque cette conscience me revient, de dire, tiens, sois toi. Hein, ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. C'est ce qui fonde mon rapport au quotidien, cette exigence chaque jour de réapprendre encore à avoir un peu de distance. Voilà, j'arrive ici, les cadets sont là, les aînés sont là, mais... Lorsque je dis non, tu es ce que tu es, demeure ce que tu es, et ce que je suis, c'est un simple enfant qui vit là. Non, je ne peux pas oublier ça. J'ai été élevé au village, élevé par ces femmes, etc. Le chant que j'apprends, c'est leur chant, et ce chant qui permet à l'homme que je suis d'entendre les bruits, non pas parce qu'on vit quand même dans un océan de vacarme ici, hein, à Brazzaville et à Pointe-Noire, en fait, dans les principales villes du Congo. Et la poésie, la quête poétique me permet de ressaisir ces moments de silence, puisque atteindre l'infini, il faut passer par la part du silence. Or, la parole fondamentale et le silence ont un ennemi commun, le vacarme. Hein, et atteindre le cosmos, on pourrait dire, oui, mais un jour on m'a posé la question, puisque Papa Mpam, pour mon maître, me disait toujours, il faut apprendre à regarder l'horizon. Alors, oui, regarder l'horizon,
Oui, il m'a appris à regarder l'horizon. Ça dit que l'infini, là où l'homme doit se poser sa propre question d'existence. Et lorsque j'étais là, fixant l'horizon, il me dit, mais mon petit, non, ce n'est pas cela. Parce que quiconque veut voir l'infini, veut atteindre l'horizon, il suffit de fermer les yeux. Il n'y a pas besoin d'ouvrir les yeux, parce que nos yeux nous limitent aux choses que l'on connaît. Et dès lors qu'on voit quelque chose, on le nomme de suite. Mais quand on nomme quelque chose, on ne peut plus aller au-delà de cette chose-là. Hein. Voilà pourquoi on dit que celui qui sait n'apprend pas. Hein. Il ne sait que dire ce qu'il sait. Or, lorsque on ferme les yeux, c'est là où on peut atteindre l'horizon et peut-être le cosmos. Voilà ce que j'ai appris. Voilà. Merci Gabriel Moïno-Koundi. Alors, Gabriel Moïno-Koundi, lorsqu'on lit les entretiens ou lorsqu'on a eu la chance de s'entretenir avec un grand écrivain comme Jean-Baptiste Atiluta, il vous parle de son voisinage, oui, pour avoir été élevé essentiellement par des femmes. C'est ça, oui. Et la présence féminine, elle est très forte dans sa poésie, dans sa narration. Et vous en savez mieux que moi. Tchikaya Outamsi a souffert également de l'absence de sa mère. Et cette absence, elle a un impact réel dans la poésie de Tchikaya Outamsi. Alema Bankou, lorsqu'on lit également la poésie d'Alema Bankou, on réalise que la densité poétique ou du chant poétique s'amplifie lorsqu'il évoque, n'est-ce pas, le décès, la perte de sa mère, Pauline Nkenge. Chez Gabriel Moïno-Koundi également, on réalise que le chant poétique prend toute sa densité lorsque il fait mention d'Ampili. Oui. Et Gabriel, vous aimez dire que c'est Ampili qui vous a ouvert, n'est-ce pas, comme on dirait, qui vous a posé quelque chose un peu dans le crâne ou dans, voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, tout s'est ouvert déjà, ce chant s'est ouvert avec Ampili. Certes, qu'il y a Pampou qui est là également, qui est votre maître, vous dites le colonel de la parole, mais il y a Ampili, cette femme. Alors, Gabriel Moïno-Koundi, la poésie se consulte au féminin. La poésie a plus quelque chose de féminin. Ben, je ne sais pas si la poésie... La présence de toutes quelque ces chose. femmes. Oui. Tu as cité Tati Loutar, fils de Ngoyo. Hein. J'aime toujours à dire que les grands poètes naissent dans les villages. Bon. Tu as cité Alain Mabankou qui a perdu sa mère. Hein, et au travers de la perte de sa mère, il revisite justement... et il y a plein d'autres comme cela. Dans mon cas, moi, oui, c'est Ampélie, c'est... mais en fait, quand on y voit très bien... Nous sommes une société où souvent on a encore, du moins dans mon temps, et peut-être du tien aussi, mon cher frère, on a été élevé par les femmes. Les mamans étaient là à la maison, hein, parce qu'elles ne travaillaient pas, elles élevaient les enfants. Donc on était vraiment dans le giron féminin, quelle qu'en soit l'expérience des uns des autres. Hein, et cette présence la marque. L'homme en nous, hein, et encore plus si l'on y va, parce que on est père, parce que le corps qu'on a, le corps que tu as, mon cher frère, le sauve, et le corps que j'ai est avant tout le corps d'une femme. Parce que nous passons quand même 9 mois dans le ventre de cette femme-là, qu'on ne sait même pas si ça sera notre mère, et à l'issue de ces 9 mois, quand nous naissons, hein, cette séparation, c'est d'abord cette femme-là ou celles qui sont autour d'elle qui tiennent les mains. Donc la première main, c'est d'abord elle qui pose à ce corps qu'on va nommer ensuite. Donc notre identité est d'abord une identité qui appartient au giron féminin. Et parce qu'on est père de façon, je dirais, nommée, de façon seconde. On est mère de façon biologique. Parce que ce corps qui sort de son ventre, elle sait que c'est son corps. Voilà. Et il n'y a pas à démontrer, c'est son corps, c'est son enfant. Et le père, lui, on n'est papa que par la parole prononcée par la mère qui dit à l'homme, voici ton fils. Donc c'est la mère qui nomme, qui attribue, hein, le corps, ce petit corps.
quelqu'un qu'on appellera papa, mais maman, c'est de façon tout à fait évidente. Voilà peut-être l'une des raisons que je pourrais donner à cette présence féminine. Mais elle n'est pas propre à l'Afrique, au Congo, elle est propre, c'est quelque chose d'universellement repéré, quelque chose d'universellement naturel. Et pour notre cas, ici au Congo, on connaît encore plus la place des mères parce qu'elles sont omniprésentes dans la vie de tous les jours. En Occident, bien sûr, les mamans sont là, mais elles sont souvent dans les activités, etc. Souvent, les enfants sont élevés par d'autres personnes, puisque dès que l'enfant naît, quelques mois après, la mère reprend le travail, donc on attribue à des nounous, etc. Donc, il y aura peut-être moins cette imprégnation-là. Voilà, donc, ta remarque est vraiment judicieuse. Je ne sais pas si j'ai réussi à répondre à ta question. Oui, on est avant tout le corps d'un autre, et ce corps d'un autre, c'est une femme qu'on appelle maman. Voilà. Voilà. Alors, voilà, on arrive à ta poésie, Gabriel. Chaque fois qu'on dit, le poète Gabriel Moine Okundi, et Gabriel Moine Okundi dit, Okundi qui dit, je suis fondamentalement poète. Mais il y a quelque chose également qui me titille beaucoup. C'est le fait que vous passez d'abord pour un passeur de parole. Bien sûr. Comme pour un diseur. Oui. En déclinant, n'est-ce pas, finalement, ce titre de poète. Dit que je suis passeur. Je suis un simple passeur. Oui. J'ai été là sur les terres de ma naissance ramasser quelque chose qui aurait pu être ramassé par quelqu'un d'autre. Mais j'ai eu cette chance d'avoir connu Ampélé, d'avoir connu Pampo, d'avoir connu Apanga, d'avoir connu tous ces vieux-là. Mais ce sont eux qui m'ont appris. Donc je ne sais que dire la parole. C'est-à-dire que je ne suis qu'un produit qui a mûri dans leur intestin et après qui a été vomi, et donc je viens présenter ce que j'ai vécu dans leurs intestins. Non, je ne peux pas me prendre pour ce que je ne suis pas. Le poète en moi, d'abord je l'ai toujours dit, parfois à soulever quelques petits colibets, j'ai toujours dit je suis un apprenti poète. Pourquoi apprenti poète? Parce que la poésie pour moi, c'est de l'ordre de l'essentiel de l'existence. Or, ce qui est essentiel à l'existence, c'est la vie. La poésie, pour moi, a dimension de vie. Or, aucun humain sur Terre ne pourra jamais définir ce que c'est que la vie. Chacun d'entre nous va donner une définition qui changera, etc. Parce que nous ignorons nous-mêmes cette chose pour laquelle chaque matin on se lève, on la célèbre, mais nous ignorons même ce que c'est que la vie. Et la poésie est pour moi de ce registre-là. Voilà pourquoi j'ai dit je suis un apprenti poète. Mais cet apprenti poète qui apprend tous les jours, quand je prends un peu de distance, un peu de lucidité, je me rends compte que non, sans la parole entendue chez moi, peut-être que je n'aurais pas écrit. Et c'est cela qui m'aide à voir ce qu'on appelle pas la beauté, la bonté aimante. La bonté aimante qui me permet de voir, ah oui, là, Yassov Gérard, c'est un frère. Parfois, on a les mêmes visions, parfois des visions différentes, parfois il y a quelques... Mais peu importe, il faut d'abord donner à l'homme que l'on voit sa dimension d'humain, de frère, de même sang. Et c'est cela qui me fonde au jour le jour. Voilà. Et donc là, c'est pour en arriver à ces deux êtres qui vous ont été chers et qui vous ont transmis cette parole. Oui. J'ai cité Ampéli, j'ai cité Pampo. Oui. Oui, mais quand je les cite, parfois un peu avec excès, hein, parce que quand j'étais en Colombie, parce qu'en Colombie, vous savez, tu sais, mon cher frère, on lit la poésie dans des stades avec des reproductions comme des rock, comme si on était des rock stars. Hein. Et il y avait des centaines et des centaines de personnes, de spectateurs qui étaient là. Et quand le gars dit, voilà, là on doit appeler un pampo, j'ai dit non, Gabriel Okunji, bon, appeler un pampo, tu les as trop célébrés. Il faut peut-être que... Mais quand je dis empiler un pampo, c'est parce que ce sont des points cardinaux à partir desquels on peut s'y référer. Mais les Ampélé Mpampo, il suffit d'aller à Komono, il suffit d'aller à Zanaga, il suffit d'aller à Ouesso pour retrouver ces Ampélé Mpampo. Donc, c'est parfois pas par provocation, mais par invitation, une invitation insistante que je veux que ceux qui peuvent me lire, que ceux qui peuvent m'entendre puissent aussi se dire, ah tiens, moi aussi j'ai mon Ampélé Mpampo, et on retirera quelque chose de l'ordre du chemin commun à parcourir. Stèle du point du jour, dialogue d'Ampéli et Pampo. Paru aux éditions William Blake et Co. Nous sommes à la page 57. Elle lui dit, toute parole féconde la lumière dans les yeux de qui
a su l'entendre. Il lui dit, une seule étincelle de la voix suffit pour éclairer le chemin. Elle lui dit, l'excès de parole conduit celui qui écoute sur les sentiers de l'égarement. Il lui dit, qui dit égarement dit obscurité. Dans l'obscurité, toute trace demeure indiscernable comme l'eau trouble. Elle lui dit, dans l'obscurité, s'en tenir uniquement au bruit de son cœur comme repère, se suffire à soi évite le péril. Nous sommes là dans le dialogue. J'ai dit elle, et Oui. on savait que c'était Ampili. C'est ça. J'ai dit il, et on savait que c'était Pampou. Voilà un agréable dialogue également là, que vous nous partagez pour nous placer là sur le chemin de l'apprentissage, sur le chemin de la connaissance. C'est ça. Et ce chemin de la connaissance, on peut aussi le trouver, on le trouve surtout dans la relation de tous les jours. Hein. Lorsqu'on me pose la question de l'initiation, parce qu'à un moment donné, c'est devenu un peu Gabriel Okoundji, le poète de l'initiation, initié, etc. Non, l'initiation, c'est ces chants-là, donc les Mpampo sont des chants d'initiation, mais ces chants-là, je les retrouve. Je disais cela la dernière fois, je ne sais plus à qui, et dit, mais oui, j'ai dit, mais quand j'arrive à Brazzaville, bon, je n'ai pas de maison à Brazzaville, peut-être qu'un jour j'aurai une maison, mais bon, vu les cheveux blancs déjà sur la tête, l'espoir commence à se... Mais j'ai toujours des lieux de référencement. Quand j'arrive dans un lieu, dans une ville, et lorsque je reviens chez moi, c'était ta première question au début, tu es de retour chez toi. Mais quand je reviens chez moi, il me faut me réapproprier cette terre, non pas pour la faire mienne, mais pour essayer de vivre en unité, en harmonie avec ce que je rencontrerai. Alors, pour ça, il faut une initiation. Parmi les frères chez qui je vais chercher l'initiation, il y a un qu'on appelle Jean-Blaise Bilombo Samba. C'est mon aîné en poésie. J'ai coutume de le nommer parce que lorsque j'arrive, j'appelle, parfois, peut-être pas le premier jour, mais dans les 3-4 premiers jours, je l'appelle grand frère, je suis là. Et le rituel est toujours le même. On se salue, on se donne quelques nouvelles et il faut ce jour-là fixer une date pour aller manger au restaurant. Le rituel est immuable depuis plusieurs années. Et une fois qu'on se rencontre, on partage les mots de tous les jours. Parfois, voilà où tu en es au niveau de ta quête. Oui, je suis en train d'écrire ceci. Ah tiens, ce dialogue que tu écris, bon voilà, etc. On échange des mots qui appartiennent et on mange. Et après, on s'en va. Et l'initiation est où? Il est dans les mots échangés, dans cette chaleur partagée, dans ce touchage de peau à peau. Voilà ce qui accomplit l'humain. Alors, vous parlez de l'initiation également. J'aimerais mentionner que votre champ poétique se construit sur 3 niveaux. Oui. Le premier, vous venez de le mentionner, c'est au niveau de la dimension initiatique, qui est très récurrente n'est-ce pas? Je ne peux pas dire très constante. Oui, je parlais de la constance, pas de la récurrence, mais de la constance. Deuxième niveau, celui, je dirais, de cette fidélité à l'attachement de la terre, de l'élément naturel. Vous parlez des sables, vous parlez des animaux, voilà, je parle donc des éléments naturels. Et le troisième niveau, Gabriel Moïne Okoundji, c'est finalement ce rapport que vous avez à 2 espaces géographiques. Le premier qui est donc au Kondo, et le deuxième, le second, qui est celui qui, n'est-ce pas, où vous êtes à Bègle, donc Bordeaux, en France, où vous êtes, mais vous avez pratiquement le même rapport lorsque vous parlez de Kondo, de la même façon que vous parlez de Bègle. Et voilà, qui dirait, c'est cet attachement ou cette fidélité à ces 3 niveaux qui construisent finalement votre poésie, votre champ poétique. Oui, ou mon équilibre. Voilà, voilà. Ton analyse est très juste et je te remercie beaucoup. Elle est pertinente. Oui, c'est ça qui construit mon équilibre. Voilà. Et on dirait que Gabriel Moïne Okoundji a écrit près d'une vingtaine de livres pour nous parler d'Ampili et Pampou dans ces 3 niveaux. Oui, c'est une constance en fait. Oui, c'est une constance. C'est une constance. Et puis, à un moment donné, au départ, c'était cela, parce qu'il fallait... parce qu'au tout début, lorsque je parlais de ces gens-là, certains
en ont vu là une source d'interrogation, parfois avec amusement. Moi, je leur disais non. Écoutez, c'est ça qui est fondamental, du moins dans mon regard. C'est par là que je vais. Pour atteindre l'universel, il faut partir de chez soi. L'universel, disait un poète portugais, Michel Torga, l'universel, c'est le local, moi les murs. Mais où pourrais-je aller? Non, j'ai puisé là. Et avec insistance. Et de cette insistance est née une volonté de positionnement. Parfois, on a même douté de ce que j'affirmais. Est-ce que la lenteur... Je leur dis non. Je reste, moi, dans mon unité de construction. J'ai mon pied gauche, j'ai mon pied droit. Je ne veux pas danser comme un autre et je garde cette constance-là. Et après, ce n'est que maintenant que je commence à me distancier de ça pour entreprendre d'autres quêtes que je vois, je peux les citer. Il y a le Camerounais Gaston Polefa, qui est un grand romancier. Il est philosophe de formation. On se retrouve un jour à Marseille. Tiens, ah, c'est toi, oui. Et puis, on échange des coordonnées. Quelques temps après, il me dit, voilà, de notre échange, j'ai été marqué cette dimension d'initiation. J'ai écrit ce livre, Le Dieu perdu dans l'herbe, qui est apparu, où il me cite comme parmi ceux qui ont inspiré ce livre. Oui, oui. Et là, il vient de sortir un second roman. Non, pas un autre roman. Il a écrit, je crois, une quinzaine, une vingtaine de romans. Son livre paru il y a quelques mois chez Gallimard, Continent Noir, La verticale du cri. Et il me l'envoie et j'ouvre ce livre et j'ai encore la bonne surprise de voir qu'il me cite d'emblée. Voilà, tout cela c'est quoi? Il m'a toujours dit, tu nous as ouvert le chemin. Et voilà, il s'est souvenu lui aussi que son père était animiste. Bien qu'étant religieux, parce qu'il a fait une formation qui n'est plus, il a fait une formation de séminaire, etc., il devait être prêtre. Bon, il a fini professeur de philosophie, ce qui est déjà pas mal. Il enseigne là-bas à Strasbourg. Et lorsqu'il est dans un moment de doute existentiel, parce qu'il y a eu un traumatisme qu'il a vécu lors des attentats de Strasbourg, il se souvient de cela, se remémore, va faire un voyage comme ça initiatique, mais ce voyage initiatique vers son Cameroun natal. Mais il vient vers moi en me citant, me convoquer, de l'accompagner en quelque sorte, un accompagnement symbolique, parce que cette parole a dû parler et mon bonheur est là. Moi, je peux citer quelques-uns. Véronique Tadjo, qui a écrit son avant-dernier roman, je crois, sur la Terre des Hommes. Et là, dans la bouche de ces personnages, il y a ma poésie. Donc il dit, je me souviens d'un homme, d'un grand sage qui a dit, je ne suis pas du tout sage, d'ailleurs la sagesse n'existe pas. Hein. Nous les moines, on a toujours enseigné que tout homme peut faillir à un moment donné. Le moine n'est pas sage. Cependant, ce qu'on apprend aux moines, c'est la vigilance d'être au monde pour ne pas se livrer parfois à des gestes fortuits. Ce qui existe, c'est la vigilance d'être au monde. Et peut-être cette vigilance-là permet un peu l'éloignement des passions, la pondération, mais aussi une forme de spontanéité que les gens appelleraient naïveté, candeur, etc. Peu importe. L'homme, le candide, le candeur, c'est peut-être celui qui a le plus à apporter que celui qui sait qu'il sait, et voilà. Donc, et puis il y a un autre, bon, c'est pas, je ne vais pas faire comme ça un alignement au risque d'oublier quelques-uns. Samy Tchak, un grand romancier togolais, qui, lorsqu'il m'envoie un ouvrage, il a écrit un ouvrage où il parle de son père, et lorsqu'il me dit, Gabriel, cette voie que tu nous as ouverte, donc je me dis, bon, voilà, Ampélie et Mpampo auront au moins permis à ce que certains de nos compatriotes africains, certains de voix et d'autres ont entendu cette parole. Je n'en suis pas. Si je les évoque, ce n'est pas pour me dire que je suis ce que je ne suis pas, mais c'est pour dire qu'effectivement, nous, ici, de par le peu qu'on a, je disais tout à l'heure, hein, que l'on soit à Mouyondi, à Ouando, ou que sais-je encore, on peut encore récolter cette part de l'essentiel. Ma bataille, elle est là. Ce n'est pas par obstination stérile que je leur dis écoutez la parole d'Ampélie Mpampo. C'est parce que lorsque je regarde l'avenir du Congo, je me dis waouh, très bien. Le Congo est respecté culturellement. Tout ce que nous produisons, etc., tu en fais partie. Fait partie de la grande richesse du Congo. Mais seulement cette grande richesse, on a tendance à beaucoup plus l'éloigner de la source même. Et mon combat à moi, c'est de dire non,
revenons d'abord à la source, reconnaissons notre source pour que demain on puisse fonder une réelle identité congolaise. Parce que mon souci est là. J'ai même parfois peur, lorsque je suis au Congo, de voir que certaines choses qui paraissent essentielles, lorsque je vais chez les Basques, ils parlent basque alors qu'il y a longtemps qu'ils ne sont. Et quand je vais même dans ma région, à Evo, y compris avec mes collègues ici, souvent je les surprends, lorsque je parle en langue, ils me répondent spontanément en français. Et bon, bien sûr, c'est une bonne chose, mais qu'est-ce qui fait vivre l'identité, l'âme de la terre, de la source du limon où on est né? C'est cette langue-là parce qu'elle est héritière de nos mythes, de notre histoire. Et donc, il faut maintenir au moins les langues nationales qui forgeront demain l'unité du Congo. Je me suis peut-être éloigné de ta question. Naturellement pas, Gabriel Mwendekondi. Alors, comment fait-on lorsqu'on est parti assez tôt? Oui. On a traversé des années comme ça, au-delà des 30 ans, que l'on se bientôt souvient, 40 ans, voilà, bientôt dans 3 40 ans, voilà, que l'on ait encore en mémoire toute cette semence. Oui. Alors, Gabriel Mwendekondi, cette fidélité finalement aux sources. Mais parce que lorsque je m'éloigne comme ça sur des terres lointaines, je me rends compte que je ne suis que ça. Et le jour où je l'oublie, je m'oublierai moi-même. Donc, c'est un effort constant. Il fut une période donnée, je te l'avoue, mon cher Sauve, où c'est lorsque, dans les années 87, quand je parlais ma langue, le téké, parce que c'est téké, tégué, peu importe comment on peut le qualifier, comme j'ai coutume de dire, on est tous des tékés, pas provocation. Mais enfin, et je me rendais compte que je bégayais, je titubais, je boitais sur certaines expressions. Alors que je pense, en France, où j'ai quand même été nommé délégué à la culture, où j'ai exercé, où je fais des grands projets culturels. Il y a des amis, oui, je peux les citer quelques-uns comme cela, lorsque un Congolais vient à Bordeaux. J'aime l'amener voir les réalisations que j'ai faites sur la place de l'hôpital Charles Perrins. Il y a là des citations, il y a là un chemin de parole, il y a là. Et le directeur, tu en sais quelque chose à l'époque, est très fier de dire voilà ce qu'Okoudji nous a amené. Mais, et moi, qu'est-ce que j'ai amené? Et lorsque je réalise ces choses là-bas, qui donnent la densité de la culture, un jour, j'ai dit à l'Ecoba, allez, viens voir ça là. Charles Zakari Boao, quand il y a l'occasion que l'on se croise là-bas, il vient. Je dis, voilà, regardez ce qu'un Congolais est capable de faire ici. Mais je suis fier de cela. Mais ma grande fierté n'est pas là. Comment pourrais-je investir là, faire des choses avec la langue française, avec là où je suis, avec, bien sûr, comment pourrais-je avoir l'harmonie en moi-même si j'oublie ma propre langue, c'est-à-dire celle qui m'a aidé à faire ce que je fais là-bas. Alors, c'est une vigilance sans cesse et j'ai réappris, je me suis réapproprié des éléments, des proverbes de ma terre que j'avais tendance à oublier. Donc, c'est un effort constant, c'est une vigilance, comme je te disais tout à l'heure, et au soir de ma vie, si on apprend à me dire au moins que, oui, il était parti lointain, plus de 40 ans de vie en France, mais il n'a jamais oublié là où se trouve la forêt de sa première pêche, là où se trouvent les lieux de ses premiers champs, comment nommer tel arbre dans sa langue. Voilà, au moins j'aurais dit, j'aurais vécu pour quelque chose. C'est rien du tout, mais j'aurais vécu au moins pour ça, d'avoir réussi à créer cet arc, cette passerelle, ce pont entre mon village au Kondo, qui est, quand je dis village au Congo, c'est-à-dire que mon village Congo, le Congo dans son entièreté. Mais comme il faut le nommer, parce que si je mets ici le Congo, on risque de dire, ah voilà, il va faire peut-être quelque chose de l'ordre de la réappropriation. Non, pas du tout, c'est juste un défi d'un homme qui se positionne en tant qu'homme. Et quand le maire de Bègle me dit, pourquoi tu nommes ta maison village au Congo? Pourquoi tu ne mets pas village au Congo? Je dis, mais non, parce que j'ai l'intention à ce que la ville de Bègle devienne un département du Congo, par dérision. Il faut cet équilibre, mon cher Sauve. Et je pense que tu en fais partie de ceux-là à qui j'ai déjà parlé de ces choses-là lorsque je vous convoque à écrire dans vos langues. C'est cela, l'homme en moi. Voilà. Alors, nous allons passer à une partie de lecture. Voilà, là nous avons quelques ouvrages donc quelques-unes de vos productions.
ben, vous allez prendre au choix quel ouvrage, Gabriel Moïno Okundi, et quel texte. Voilà, ben, allons-y. Alors, Allons-y. j'aimerais lire deux textes. Ben, voilà. Je ne sais pas s'il y a du Ben, temps. voilà, séparément. Voilà. Il y a le On aura temps. le temps de Oui. lire 2-3 textes. Voilà, Ah merci. oui. C'est mon ouvrage Comme une soif d'être homme encore. Et dans cet ouvrage, un jour ma fin viendra. Hein, parce que, comme on disait, naître c'est mourir, tous les chemins mènent à la mort. Et lorsque je pense à ma mort, je pense à cet élément fondamental. Comment, voilà, donc je vais parler de la mort de la panthère, hein, qui est mon totem. Donc, juste un extrait donc, d'un texte qui s'appelle Sang de la panthère. Hein. Donc, je décris la panthère dans ces moments, dans les différents stades jusqu'à sa mort. Hein. Je lis juste un extrait de la mort de la panthère. C'est la page. C'est la page 108. 108. 108 de cette anthologie, Comme une soif d'être homme encore. La panthère n'est pas morte, mais la panthère va mourir. La panthère va mourir de sa propre mort et la mort n'a pas d'héritier. Saison saison pluvieuse de larmes éprouvées dans le feu des amours inconnus. Un volcan ira s'évanouir en silence, voix morte dans l'orbite d'une étoile, totem flambé au sang du sacrifice. Au commencement, il y aura la terre et l'air et l'eau et le souffle, pour que germe au croisement des chemins un second mystère en sa vérité. Il y aura un ciel de larmes dans les empreintes du soleil. Les étoiles chanteront des louanges à la lune afin que naisse du récit de la panthère l'éclat unique du signe de l'existence. Corbeaux et éperviers, pas encore, ne chantez pas. Élevez votre humilité en édifice d'honneur. Observez le silence dans le grand silence qui sait se taire. L'âme tombée que voici fut nature glorieuse plus belle que la nuit. Ne rêvez pas, ne vous précipitez pas vers l'extase du chant funèbre qui goûte vite par son propre bec, perd la saveur du goût de son propre bec. La mort est parole de la mort, et la mort de la savane est épilogue. Souvent, les étoiles parlent aux étoiles jusqu'à crier d'indignation et de chagrin. Elles disent, de murmure en murmure, que ce jour-là, le ciel n'a pas bougé d'un cil à l'horizon. Elles disent de vérité que ce jour-là, la fissure éclose du vide a gouverné la vie sur la terre. Elles disent que ce jour-là, une main innocente a déserté l'offrande d'une fleur. Elles disent que la mort est arrivée en sève maudite de la forêt vierge. Elles disent que ce jour-là, la mort a égaré le chemin de la mort. Les étoiles parlent aux étoiles. Elles disent que la mort de la panthère est l'aurore de la destinée humaine. Ah, une belle chute. Oui. Ouais, une belle chute. Merci. Oui. Alors, c'est. Donc là, vous êtes dans. Vous direz. Vous entrevoyez, comme vous dites, là déjà votre mort, et c'est à l'image de la panthère. Oui, parce que je suis moineau et les moineaux pour totem la panthère. Oui. Je ne sais pas me nommer en tant qu'humain sans cette référence-là. À l'extérieur, je suis l'enseignant, le délégué à la culture, ou le soignant à l'hôpital que je suis. Mais lorsque je reviens sur ma terre, je suis le moineau. Et cette charge qui m'a été donnée, dont j'ignore pourquoi, il me faut la porter. C'est un sacerdoce, mais il me faut la porter. Donc je suis cet homme-là qui est dans une sorte comme ça, pas de syncrétisme, mais d'écuménisme, à lier la part reçue avec la rigueur intellectuelle qui caractérise mon mode de vie en Occident. Parfois, cela n'est pas toujours facile, mais j'essaie de m'en accommoder. Voilà. Et cette démarche, Gabriel Moïno Okundi, me rappelle finalement le titre de votre ouvrage, Oui. Apprendre à donner, apprendre à recevoir. Voilà, c'est ça. C'est ça. La vie n'est que finalement ces deux choses alors. Oui.
Apprendre à donner, apprendre à recevoir. Voilà, apprendre à donner, apprendre à recevoir. Et qui sait reconnaître la part reçue, on a toujours assez. Même s'il n'a reçu qu'une parcelle de la graine, même s'il n'a reçu qu'un grain de sable. C'est cela qui est fondamental. C'est cela qui est fondamental à l'humain. Alors, lorsque vous parlez de votre finalement titre de moine, Oui. vous dites que c'est à l'âge de 9 ans, 10 ans Oui. que cette initiation a eu lieu, mais vous ne savez pas comment. Non. Et Non. c'est comme par un fait du hasard. Oui, mais je n'ai jamais cru au hasard. Je n'ai jamais cru au hasard parce que naître à la vie, on peut supposer ça comme un hasard. Notre rencontre là n'est pas tout à fait le fait du hasard. J'ai un prêtre jésuite qui est de l'autre côté du Congo, qui est au Congo-Kinshasa. On s'est fait une rencontre. À l'époque, je rédigeais, je faisais des chroniques dans un hebdomadaire qui s'appelle La Vie, un hebdomadaire catholique, religieux. Et on m'avait donné là une carte blanche pour écrire des chroniques. Et puis, moi, je me suis dit, bien sûr, eux, ils parlent de Dieu. Moi, je leur dis, voilà, moi, bien sûr, Dieu existe. Mais chez nous, il y a une sorte de syncrétisme, d'écuménisme. On mélange tout cela, non pas parce qu'on est idiot, mais parce qu'on sait que tout ce qui existe dans l'univers, à condition que ça soit pris à proportion égale, c'est de là que réside l'équilibre. Et il y a des équilibres lorsqu'il y a une portion qui surpasse l'autre. Il n'est pas aberrant, surtout pour nous Africains, c'est ce que j'expliquais. On est aujourd'hui, je ne condamne pas cet excès de recours au Christ, mais ce que je condamne, c'est qu'on leur dit, écoutez, éloignez-vous de ce que vous êtes pour aller vers la délivrance, mais non, pas du tout. Moi, je ne crois pas à cela. La délivrance de l'humain est dans le peu que l'on peut prendre, comme des choses que l'on mange. Il suffit de prendre un peu de tomates, un peu d'haricots, un peu de ceci et cela. C'est ce mélange-là qui fortifie le corps de l'humain et lui permet... Mais lorsqu'il y a un qui déborde l'autre, je pense qu'on perd l'équilibre. Et voilà. Comment te dire, mon cher ami je suis tellement heureux que je ne sais plus, je perds mes mots. Ici-bas, la terre n'a qu'un seul visage. Ce visage n'est pas l'homme, mais un cri procréé par le silence possible de tous les sons. Ici-bas, la terre n'est qu'un seul chemin. Ce chemin mène à la mort. Mais avant la mort, mère Ompélie, je te le dis, il y a la vie. Inépuisable, pérenne et vaste. Entre énigme et merveille, à la fois simple, à la fois multiple, car la vie n'est pas un don. Son miracle est l'œuvre d'une offrande. C'est ça. Une offrande qui, chaque jour, modifie ses coordonnées. La vie ne nous est pas offerte comme ça, non, sinon on serait des demi-dieux. La vie, c'est cette offrande-là qui, chaque jour, modifie ses énigmes, ses coordonnées, afin que nous soyons toujours en apprentissage. Voilà, la vie nous est offerte. Quel beau cadeau. Mais ce cadeau-là, ce n'est pas comme ce livre-là où je peux le tenir dans la main. Chaque jour, il change de forme. Allez, on se lève le matin, des fois, on ne se sait même plus si on s'est levé du pied gauche ou du pied droit, mais peu importe, on rentre dans la cadence. Et ce qui arrivera demain, on ne sait pas encore. Voilà. Merci en tout cas, Gabriel Moïno-Koundi. Je te fais la surprise de dire que nous sommes au terme de notre entretien. Oui. Merci, c'était un grand plaisir. C'est un grand plaisir de vous avoir reçu de nouveau sur le plateau de Cultura. Je disais que vous êtes chez vous, dans la ressource, mais également dans le partage, dans la continuité du partage, puisque le partage constitue le socle de votre cheminement, il faut dire la base de votre cheminement. Aujourd'hui à Brazzaville, demain à Kinshasa, et vous continuerez, n'est-ce pas, puisqu'après-demain vous serez au Mali. En tout cas, Gabriel Moïno-Koundi, c'est un plaisir. Chers amis culturels, c'était Gabriel Moïno-Koundi, grand poète devant l'éternel, même s'il dit qu'il est simple passeur des mots. En tout cas, c'est un plaisir de le réécouter aujourd'hui. Et j'espère que vous avez eu le même plaisir que moi. Je prends congé avec vous pour prendre date pour samedi prochain. En tout cas, à très bientôt. Passez une très belle journée dans vos familles respectives. Merci, Gabriel. Merci. Merci en tout cas. Merci. Tu ne m'as pas laissé lire mon texte. En tout cas, ça surtout là déjà, on faisait aussi.